Bonjour mes délicieux co-créateurs, c'est Lilou, je suis à Toulouse pour une nouvelle interview avec Jean-Christophe Dulot. Écoute, toi t'es arrivé mais comme une fleur là dans ma vie au bon moment où j'étais en pleine écriture du cahier du défi des 100 jours mission de vie et là je reçois de la part de ton éditeur ou de toi-même ton livre qui est sur l'ikigai. Donc je trouve mon ikigai et je donne du sens à ma vie chez Jouvence et là je me dis c'est une synchronicité. J'adore ce genre de synchronicité. Ça a été envoyé au bon moment. C'était parfait. Ouais, mais c'est marrant ce qui s'est passé. Je suis vraiment ravi de l'envoi, de ce qui a pu se passer derrière ça. C'est chouette. Vraiment extraordinaire. Au bon moment où j'étais sur la fin du cahier, je n'avais pas encore fait l'exercice sur l'ikigai et forcément c'est sujet incontournable quand on parle de la mission de vie. Donc on va faire une interview plus particulièrement sur l'ikigai. Tu vas nous expliquer ton parcours parce que tu as voyagé jusqu'au Japon, dis donc, pour en apprendre plus sur cette technique. Tu es énergéticien, tu fais de l'EFT, quoi d'autre? Tu es auteur, bien sûr, conférencier, tout ça? Exactement. Praticien en EFT, psychologie énergétique et des soins aussi psycho-énergétiques ou énergétiques. Et puis, donc, Ikigai, là, celui-là, c'est mon 3e livre chez Jouvence. Il y a eu Pratiquer l'EFT avec les enfants, en coécriture avec Caroline Burel. Il y avait Apaiser le mental qui est sorti au mois de mai. Et puis, il y a celui-ci là qui est sorti au mois d'octobre. Ouais, hyper pratique, direct au but. Tu es le jour 64 du défi des 100 jours mission de vie, donc il y a un exercice sur l'ikigai. Alors forcément on est obligé de te demander ça, mais comment toi-même tu t'es intéressé à l'ikigai avant même qu'on puisse le décrire? Parce que c'est vrai que ça se rapproche énormément de mission de vie, mais comment t'es tombé sur ce terme-là, ou simplement t'aimais le Japon et puis c'est là où t'as découvert ça? Eh bien en fait c'est pas tout à fait. Moi, j'aimais le Japon. Je suis parti au Japon et ce pays a laissé une empreinte. Hein. Ce voyage, vraiment, ça m'a laissé vraiment quelque chose en moi. Et en 2015, j'ai vu un documentaire là-dessus. Bernard Fontagny, un médecin qui était à Okinawa et qui parlait de l'ikigai au milieu de ce style de vie de ces gens-là qui vivent vieux, en bonne santé et avec le sourire. Et là, mon sang, il a fait qu'un tour. 15 jours après, je prenais les billets, je repartais au Japon. Et là, avec l'idée de partir sur les traces d'ikigai et pour en savoir un peu plus par rapport à tout ce que je trouvais sur Internet, vraiment, j'avais envie d'aller là-bas. C'était une occasion pour moi d'y revenir, mais avec cette envie de creuser, d'en savoir plus. Qu'est-ce qu'il y a de nombreuses pratiques de là-bas? Je veux dire, dans le cahier alimentation consciente, il y a eu l'ara shibu, cette façon de manger jusqu'à 80%. On revient souvent vers les Japonais. Ils ont énormément à nous transmettre. Qu'est-ce que tu as ressenti là-bas? Ils connaissaient l'ikigai ou, d'après ce que j'ai compris, c'était pas tout à fait ce à quoi tu t'attendais quand même? Oui, j'ai eu un petit peu de mal, surtout avec les jeunes. Les jeunes sont un petit peu plus déconnectés. Quand je leur parlais d'ikigai, rapidement, ils se sont tournés vers leurs parents. Parfois, je les interviewais 2-3 jours après, je leur en parlais et je revenais vers eux, ou eux revenaient vers moi un peu plus tard parce qu'ils avaient besoin aussi d'en savoir plus. Et c'est plus au niveau, on va dire, des anciens qu'on trouve l'ikigai et qu'on trouve cette pratique. Ouais. Et j'ai envie de dire, même les anciens, quand on leur demande quel est l'ikigai, il y en a beaucoup qui ne le donnent pas. Parce que parfois, il y a quelque chose d'intime dans l'ikigai. Il y a ceux qui m'ont rionné un petit peu, et puis il y a ceux qui ont voulu m'en parler. Ouais. Ouais. Parce que tu es venu quand même avec une notion de l'ikigai. Oui, j'avais cette notion. Moi, j'avais ce que j'en avais vu sur ce reportage, sur ce documentaire, et puis ce que j'en voyais sur Internet. Mais je sentais qu'il y avait quelque chose à creuser, à voir un peu plus loin. Ouais. Qu'est-ce que c'est alors et qu'est-ce que c'est pas? Parce qu'il y a eu des petites rectifications, dont ce fameux schéma qu'on voit de Ken. Oui, c'est ce qu'on appelle un diagramme de Venn, où il y a 4 cercles qui se recoupent, et notamment il y a un cercle qui est pourquoi vous êtes payé. Et là, effectivement, ça, ce n'est pas dans l'ikigai. Alors, on pourrait dire que ce diagramme de Venn, c'est un bon outil marketing ou un bon outil de coaching pour quand on est en phase de reconversion professionnelle, par exemple. Mais ce n'est pas les racines d'ikigai. D'accord. Voilà. Qu'est-ce que l'ikigai à la base et comment on pourrait le définir dans sa pureté, on peut dire, ou s'il y a quelque chose comme ça? Ouais. La pureté, c'est vrai que c'est difficile parce que déjà dans la traduction, tout le monde ne la traduit pas de la même manière. Ouais. Alors moi, j'ai demandé à mes amis japonais, japonaises et j'ai eu plusieurs versions différentes. Ouais.
Et alors on dit que ça peut être, il y a iki qui est la vie, qui vient de ikiru, le verbe vivre. Alors on dit que gai c'est un peu la valeur. C'est un gai, on le retrouve dans yarigai. C'est ce qui vaut la peine. Et du coup, c'est pour ça qu'on le traduit souvent par ce qui fait que la vie vaut la peine d'être vécue. Alors si on le dit comme ça, voilà, ça peut être une sorte de raison d'être. C'est aussi ce pourquoi je me lève le matin. Ce qui me donne envie de me lever le matin et d'aller vivre ma vie et vivre ma journée. Mais est-ce qu'eux ont besoin de le définir? C'est ce que je me demandais. Non, vraiment pas. En fait, j'ai rencontré... C'est un état d'être. C'est un état d'être. Et pour eux, c'est plus une pratique et un état d'être que ce besoin d'en parler. Une japonaise me disait, vous êtes, les Français, vous êtes extérieurs, vous êtes en surface et à l'extérieur. Nous, on est plus intériorisé et on est plus, le sens est plus profond. Et on le vit, on le ressent, tous les jours on est dans cette gratitude, cette ouverture, cette raison d'être sans forcément le définir mot pour mot. Là-bas, en fait, ils sont là-dedans. Ils n'ont pas besoin d'y mettre des mots dessus comme nous, on le fait. Cette personne me disait, vous, en France, vous êtes en Occident, voilà, vous êtes bon, vous savez créer des méthodes, voilà, vous êtes avancé par rapport à nous. Mais nous, on n'a pas besoin de tout ça. On le vit, tout simplement. Waouh. Alors... Ça, c'est le premier jour où je suis arrivé à Okinawa, c'est le message que j'ai reçu. Alors que moi, je venais, je savais pourquoi, je savais que je venais pour écrire dessus, que j'avais envie de faire un programme. Transmettre. Oui, mais voilà, ça c'est un de mes ikigai. Enfin, là-dedans, mon ikigai, il a cette idée de transmettre. Et effectivement, je venais pour ça. Et quand j'ai entendu ça, ça m'a un peu calmé. Mais j'ai continué ma quête, je suis allé voir ça. Donc, est-ce que ça rentre vraiment dans ce cercle? Tu as retrouvé des éléments quand même de ce diagramme qu'on retrouve? Oui, ce qu'on retrouve surtout, c'est pas tout à fait exactement comme dans le diagramme. Par exemple, dans le diagramme, il y a marqué ce dont le monde a besoin. Mais là, il y a quelque chose de plus profond dans comment je contribue au monde, en fait. C'est pas ce dont le monde a besoin, c'est moi, à partir de moi et de qui je suis, comment je peux poser ma graine, semer ma graine et contribuer au monde. Ce qui est sûr, c'est que dans l'ikigai, il y a vraiment un lien, c'est tourné vers les gens. Que ce soit au travail, dans la famille, quand on parle... Service de plus grand. C'est exactement ça. Ouais. C'est aussi au service de la vie, mais c'est au service aussi au service des gens, avec l'idée d'être utile. Et bien sûr, au service de quelque chose de plus grand, parce que pour eux, dans l'ikigai, il y a le lien à la spiritualité. Donc est-ce que là on parle de karma comme en Inde, de dharma, ou ils sont sur des notions un petit peu similaires comme ça, de destinée, on a quelque chose à remplir, ou c'est vraiment l'instant présent et le côté, ils sont dans l'essence de ça? Je crois qu'ils sont plus dans l'instant présent que c'est dans cette idée du karma. Parce qu'en fait, Ikigai, on le trouve au Japon et à Okinawa. Le Japon, on va dire qu'il y a le bouddhisme et le shintoïsme qui sont plus présents. Et le shintoïsme, on rappelle, c'est tourné vers la nature. Hein. C'est cette vénération de la nature qui est belle, ma foi. Aussi. Exactement, mais tout à fait. Et à Okinawa, c'est pas le shintoïsme, ils sont animistes aussi, donc tournés vers la nature et avec leur propre dieu, leur propre système. Mais cette nature, elle est omniprésente. Le lien à la nature, il est présent. Ouais. Donc, comment le trouver? Qu'est-ce que tu préconises? Parce qu'on a fait cet exercice-là, on l'a un petit peu, on a essayé de résumer ça en une journée. Bien sûr, c'est toute une vie où on est sur ce chemin-là. Ils naissent avec ça, eux. Ils sont. Comment tu vois le japonais en fait? Ça se transmet, en fait, c'est les parents qui le transmettent, mais c'est pas un enseignement formel. C'est très informel. Et aujourd'hui, j'ai envie de dire, presque, ils s'intéressent de plus en plus à l'ikigai parce que nous, on s'y est intéressés. Il y a eu des articles dessus, il y a des livres même là-bas qui sortent, mais je crois qu'ici, en Occident et en France, on s'est intéressé. Le fait qu'on s'y intéresse les a à nouveau titillés et les a remis en lien avec ça. Mais sinon, si on trouve à Okinawa, par exemple, d'ailleurs, il me disait... les jeunes ne connaissent pas Ikigai, ils sont déconnectés d'Ikigai. Alors pour eux, les jeunes, ce sont les moins de 70 ans. Parce qu'après, voilà, ce sont des générations, ils vivent jusqu'à 110 ans. Okinawa, c'est une des îles où il y a le plus de super centenaires, donc les personnes qui ont plus de 110 ans dans le monde.
La zone bleue. Une des zones bleues, effectivement, une des 4 zones bleues dans le monde. Ouais. Mais ils ont un rythme de vie, ils ont cette qualité de présence, ils ont un lien à la nature, le lien aux autres. Il y a quelque chose qui est... Nourrit quelque chose de plus profond. Donc, à ce moment-là, comment tu as mis en place une méthode ou une technique à partir de là ? La méthode, en fait, elle a commencé à se dessiner, voilà, au fur et à mesure de mes entretiens aussi que je faisais là-bas. J'ai fait du Airbnb, j'ai voulu aller dormir chez les gens, j'ai voulu vraiment, et j'étais vraiment accueilli pleinement. J'ai pu vivre des fêtes de quartier, j'ai pu aller voir des entreprises, des personnes âgées, des gens qui vivaient en lien avec leur ikigai. Et à partir de là, à la fois, je prenais ce que j'avais vu sur Internet, mais à la fois aussi, je prenais à travers les réponses qu'ils m'avaient données. Et bien, j'ai commencé à faire mon petit, on va dire, mon petit parcours. Et de là, j'ai créé, voilà, ça a mis le temps. On a vu avec Jouvence aussi en même temps. Et j'ai créé ce petit cahier. Quels seraient alors des indices ou des conseils que tu aurais pour ceux qui regardent, pour être plus en contact de leur ikigai ? Il y a cette idée déjà de pleine présence, de conscience. Cette idée d'être présent, une sorte comme si il y a à ralentir déjà, pour prendre conscience de tout ce que l'on vit. Ensuite, il y aurait vraiment de voir les 2 choses importantes, c'est quelles sont mes valeurs. Et ça, souvent, on les a oubliées. Parfois, on a du mal à mettre des mots sur nos propres valeurs. Moi-même, hein, il m'a fallu un peu de temps aussi. Hein, il m'a fallu que je me replonge dedans vraiment pour aller poser des mots. Donc, c'est quelles sont mes valeurs et qu'est-ce qui me fait vibrer dans la vie. Oui, c'est qu'est-ce que j'aime, mais au-delà de qu'est-ce que j'aime, c'est qu'est-ce qui me fait vibrer. Et à partir de là, on va pouvoir poser. Alors, on va dire que là, ce sont les prémices. Mais après, on peut aller... moi, il y a un conseil que je peux donner, c'est d'aller revisiter un petit peu une partie de notre enfance. D'aller revoir les héros de notre enfance, d'aller revoir alors soit les films, soit les bandes dessinées, soit un peu tout ça. C'est tout ce qui peut nous reconnecter à nos rêves d'enfance. Et parfois, on y verra des choses qu'on a délaissées, parfois des choses qu'on a oubliées, et peut-être, qu'on peut aller rechercher. Peut-être qu'il y a des choses qui n'ont plus aucun lien avec qui on est maintenant ou qui on a envie d'être. Mais ce lien à l'enfance réveille, active là aussi les cellules. Est-ce qu'on regarde aussi la lignée, ou est-ce qu'on regarde dans l'ikigai peut-être des mémoires ou des choses qui peuvent freiner cette envie justement, ou cette vibration, cet instant présent qui est si précieux mais qui peut être obstrué par des expériences, ou justement, est-ce qu'on parle de réincarnation ou même de vie passée ou de choses à libérer ? Je sais que toi tu es quand même dans l'énergétique, donc forcément il y a quelque chose là aussi que j'aimerais entendre par rapport à ce que tu vois en séance. Ouais. En fait, on ne parle pas forcément dans l'ikigai de karma, mais par rapport à ce qu'on a envie de vivre, à qui on a envie d'être et ce qui va donner du sens à ma vie, oui, on a des freins souvent. Et ça, je le vois en séance. Ces freins, ce sont nos croyances, nos conditionnements, nos habitudes. Et puis, ce qui vient aussi de notre éducation, voilà, ce qui vient un peu peut-être de nos parents ou des figures qui ont une importance dans notre vie, hein, dans l'éducation. Donc, effectivement, pour pouvoir être qui on a envie d'être, alors il y a cette idée d'aller libérer des mémoires, libérer quelques conditionnements ou changer des croyances pour pouvoir vraiment s'aligner. Hein. Quand je dis s'aligner, c'est une fois qu'on a trouvé cet ikigai. Quand on l'a trouvé, on peut le poser, et là il y a quelque chose qui dit le matin je me lève, voilà, et je m'aligne sur mon ikigai. Et on se le rappelle, on se le redit, ou il est là? À un moment, il est là et c'est une évidence et il part pas. Je crois qu'à un moment donné, il est là, c'est une évidence, il ne part pas, mais peut-être qu'au départ, il y a besoin d'initier quelque chose pour s'y reconnecter régulièrement. Parce qu'en fait, contrairement aux Japonais, nous, on n'est pas né avec ça, on l'a pas, nos parents nous ont pas inculqué ça. Donc on a aujourd'hui, voilà, qu'on ait 20, 30, 40 ou 50 ans, ou plus même, on a besoin au départ de s'y reconnecter.
Parce que là, on sait, voilà, oh, maintenant, tiens, j'ai fait ce travail de recherche, et là, je sens qu'il y a quelque chose qui donne du sens à ma vie, qui est correct pour moi, et donc, je fais le choix un peu tous les matins de m'y aligner. On cultive, on le rafraîchit, Oui, c'est ça, on va le rafraîchir. D'autant que l'ikigai, souvent on me pose la question, et l'ikigai, il est malléable, il peut évoluer aussi. Je me dis quelque chose que quand je te vois comme ça, avec ton ventre, je me dis enceinte, hein, une vidéo peut être vue des années plus tard, je précise. Exactement. Enceinte de 6 mois. Enceinte de 6 mois, je me dis que ton ikigai peut-être risque d'évoluer, ta mission de vie ou le sens que tu donnes à ta vie, peut-être tes orientations, hein, tes priorités risquent d'évoluer maintenant. Et peut-être que ton ikigai va changer. Mais ce que j'entends par ikigai, c'est qu'il y a quelque chose de profond, qui est joyeux, qui nous fait vibrer, qui est présent, et c'est ça qui est à suivre finalement, un peu comme un des défis qui est de suivre sa joie. Là, c'est suivre sa joie au service de plus grand, dans l'instant présent. N'importe quelle, en fait, possibilité de contribuer, eh bien, on le vit, l'ikigai, dans ça. Exactement. Dans l'ikigai, il y a vraiment un autre point important, c'est l'idée de célébrer la vie dans une joie simple. Pour eux, pour les Japonais, c'est la somme de toutes les petites joies qui va faire qu'ils sont épanouis. Et quand on est là en lien avec cette joie, mais la vie, elle a une autre saveur. Et pourtant, c'est presque, quand on pense aux Japonais, on pense aussi au stress, au fait qu'ils soient assez formatés. Je veux dire, on va dans Tokyo, dans d'autres villes, et pour avoir visité le Japon et adoré le Japon, on se rend compte qu'il y a quand même quelque chose qui se passe d'assez carré, et une pression sociale, et puis une société qui est très structurée. Donc, on voit des suicides, on voit quand même des choses. Donc, c'est là où il doit y avoir un décalage pour eux aussi entre les enseignements des ancêtres et d'îles comme Okinawa et ce qui se vit dans les grandes villes, ou entre les deux, simplement de jeunes générations à anciennes. Ouais, exactement. C'est tout le paradoxe des Japonais aussi, hein, de ce pays, hein, qui est vraiment aux antipodes. Enfin, il y a vraiment, entre le côté moderne et le côté traditionnel, les deux se mélangent, hein, les deux cohabitent. Aujourd'hui, là, pour les jeunes, ils sont tiraillés, justement, entre la culture de leurs ancêtres, parce que quand on parle du Japon, on pense souvent à samouraï, mais moi j'ai rencontré des personnes, hein, dans mes interviews, issues de familles de samouraïs, et ils sont en lien avec ça. Et à la fois, ils ont ce besoin d'individuation. Forcément. Parce ils ont tellement vécu à l'opposé. C'est ça. Et puis ils voient, et puis ils nous voient à l'Occident, ils nous voient avec nos méthodes, dans ce développement personnel, dans ce bien-être. Et donc ils sont tiraillés entre ces deux aspects, le respect, la fidélité aux ancêtres et aux anciens, et ce besoin d'individuation, de se développer par soi-même. Donc ça crée un choc. Ouais. On est finalement en train de vivre ça partout dans le monde, hein. On a un pied parfois dans cet ancien monde et le nouveau, et on y aspire, on sent que c'est possible et on oscille. C'est pas que ça fait plaisir, mais c'est qu'on se rend compte que partout dans le monde, finalement, on est en train de vivre la même chose, et il y a un vrai changement planétaire qui est en train de s'opérer, en tout cas d'évolution des consciences, qui est en train de prendre place. Oui, je crois. Hein, tu sais, quand on parle des conditionnements, c'est ça. Eux, ils ont un conditionnement très fort avec les ancêtres, avec ces lignées là de samouraïs. Ben, nous, c'est à travers la famille et tout ce qu'on nous a dit, hein, tous les messages, sois fort, sois parfait, fais des efforts. Et aujourd'hui, à un moment donné, il y a quelque chose qui dit « Oh, de quoi j'ai besoin, moi, pour me sentir vivant, pour me sentir joyeux, pour me reconnecter à la joie, et pour être en lien aussi peut-être avec la nature, avec quelque chose, avec mon environnement, et quelque chose qui soit sain. » Je crois que dans l'ikigai, je le mets aussi en lien avec une éthique. Et cette éthique, moi je pratique un petit peu le bouddhisme, et souvent j'ai entendu cette éthique, faire ce qui est bon pour soi, sans nuire aux autres. Et d'en faire ce qui est bon pour soi, on peut y mettre répondre à nos besoins, mais c'est aussi c'est se contacter, se reconnecter à la nature pour s'ouvrir et retrouver quelque chose qui soit sain. Et sans imposer son point de vue, c'est ce que j'entends là. Ah oui, sans imposer. D'abord, on doit... moi, j'aime beaucoup cette citation chinoise. Il vaut mieux allumer une bougie plutôt que de maudire l'obscurité.
quand on maudit, quand on critique l'autre, quand on critique la ville et tout le marasme qui se passe, on est sur le terrain de l'autre, en fait, et on va jouer sur terrain adverse et on n'a pas le public avec nous. Et on perd notre temps et beaucoup d'énergie. Oui. Mais quand on commence à dire « Oh, moi je vois ça, et tiens », et quand on commence à poser des questions, quand on commence à participer, mais non pas à vouloir convaincre, mais en exposant son point de vue, et pourquoi, là on est sur notre terrain. Et là on va... On rayonne. Là on rayonne. Et peut-être que l'autre, on pourra le convaincre, et peut-être pas. Mais au moins, on part avec cette idée qu'on a quelque chose à partager, à transmettre, et c'est là qu'on va créer le débat. Non pas si on arrive avec notre point de vue fermé. L'autre, moi, quand quelqu'un vient me voir fermé en me disant les choses, ça marche comme ça, je ne suis pas très réceptif. Non. Mais si la personne vient en ouverture en me disant ça, c'est mon point de vue et je peux en discuter, ah, ok. Je pense que c'est la base pour un thérapeute de pouvoir travailler avec quelqu'un. Sinon, j'ai envie de dire, il vaut mieux refuser cette personne. Parce que ça peut amener des complications. Là aussi, il y a des choix. On est testé sur cette route de l'ikigai, n'est-ce pas? Il parle de ça, de ce côté d'intégrité, de test de la vie, de des fois, de voir si c'est vraiment le bon chemin, ou pour eux, à tout moment, c'est le bon chemin. Cette histoire de chemin, ça revient souvent. Tu vois, et par rapport aux séances, l'ikigai, moi, il m'est venu aussi dans cette idée qu'il y a beaucoup de gens qui vivent la dépression aujourd'hui. Et souvent, ce qui manque, au-delà de la dévalorisation de soi, de la culpabilité, qui est souvent source de dépression. Ce qui manque, c'est cet ikigai, le sens que les gens donnent à leur vie. Et petit à petit, en libérant, voilà, en libérant ces mémoires de culpabilité, de dévalorisation, et en retrouvant un petit peu l'énergie, et en se mettant sur la quête de l'ikigai, il y a quelque chose qui dit, oh, le chemin, il devient différent. Et il y a beaucoup de gens qui retrouvent du sens du coup à ce qu'ils font. Et là, dans ces cas-là, la dépression, elle n'est plus. Parce que dans l'ikigai, on va dire qu'il est exempt de peur. Si on fait le lien, tu sais, avec Lise Bourbeau, quand elle dit on agit soit par amour ou par peur, eh bien en fait là, c'est comme s'il n'y avait plus de peur. On va les vivre, les peurs. Mais quand je suis en lien avec mon ikigai, je suis en lien avec... Ben oui, je suis en lien avec mes valeurs, avec ce qui me fait vibrer, avec l'envie d'être vivant et ce qui me reconnecte à la joie de vivre. Une petite dernière question, est-ce qu'il y a des rituels ou est-ce qu'il y a des choses comme ça, des prières qu'ils ont ou des offrandes ou à Bali ou dans d'autres endroits comme ça, on voit cette connexion avec les ancêtres et avec le monde invisible. Est-ce qu'il y a des choses comme ça liées à l'ikigai peut-être au Japon? Alors, c'est pas forcément directement lié à Ikigai, ils font pas le lien direct, mais oui, le culte des ancêtres, dans toutes les maisons, Okinawa, ils ont un petit hôtel, et même souvent dans beaucoup de familles japonaises, ils ont ce petit hôtel sur lequel ils vont se recueillir tous les matins. C'est ça le lien à la spiritualité. Et après, nous ici, parce qu'on n'a pas les mêmes dieux, parce qu'on n'a pas la même culture, c'est comment on va pouvoir transposer ça. On n'a pas besoin forcément d'un hôtel, mais ça peut être un geste tous les matins. Bon, moi, le mien, mon petit truc, c'est que j'ai un petit pendentif sur moi que j'ai ramené du Japon, et tous les matins, je le mets. Et à chaque fois que je le mets, je me reconnecte à mon ikigai, tu vois. Donc, on peut prendre une photo, on peut prendre une image, on peut prendre un objet, on peut prendre quelque chose ou penser à une figure tutélaire, ou voilà, tout ce qui va pouvoir nous connecter et dire... Poum, je me lève, je suis stable, détendu, et je me connecte et je vais vivre ma journée. Ouais. Pleinement, en conscience. Ouais. Au-delà de ces automatismes et de ces choses qu'on va faire sans vraiment être présent. Merci beaucoup Jean-Christophe. Merci pour cette belle interview et ce livre. Je trouve mon ikigai et je donne du sens à ma vie aux éditions Jouvence. Puis merci d'avoir contribué au jour 64 du défi des 100 jours, de l'avoir créé. Et puis au plaisir de se revoir et de faire de nombreuses choses. Ce soir, conférence à Toulouse. Tu vas partager avec nous l'ikigai en plein dans la conférence de mission de vie. Une belle occasion puisque tu es Toulousain. Et on embrasse dans le goût tous les Toulousains parce que c'est une ville qui bouge, qui a du cœur et qui évolue depuis des années. Et c'est un plaisir à chaque fois d'être là. Donc merci beaucoup Jean-Christophe. Merci à toi Lilou. Merci aussi à tous ceux qui sont là, tous ceux qui te suivent, tous ceux qui nous auront regardés. Merci. Gros bisous. N'hésitez pas à partager cette vidéo, à la diffuser si ça vous a plu parce que c'est vrai que c'est comme ça que ces graines sont répandues et semées, et après cette graine va germer en lumière, et peut-être que ça va justement apporter l'étincelle qu'une personne a besoin en ce moment. Donc merci beaucoup pour ce beau message, on vous embrasse très très fort et on vous dit à bientôt. Bye bye.